Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Laure Fouché, maître de recherche à la FRS, sur l'actualité en cours à Gaza depuis le 7 octobre et le début de cette guerre entre Israël et le Hamas. Bonjour Laure Fouché. Bonjour. Alors que le conflit entre les deux parties dure déjà depuis près de 2 mois, la trêve entrée en vigueur le 24 novembre dernier a pris fin la nuit du 1er décembre. Pouvez-vous nous résumer ce qu'a permis cette trêve à ce stade ? Cette trêve a permis d'engranger des gains significatifs sur plusieurs dossiers clés, notamment la question des otages, mais aussi sur le plan humanitaire et régional. Et aujourd'hui, il est vrai qu'une partie de ces efforts risque de se perdre avec la reprise des combats. Sur la question des otages, la trêve reconduite à plusieurs reprises, comme vous le savez, a permis la libération de 80 otages israéliens, des personnes âgées, des femmes et des enfants, en échange de la libération de 240 prisonniers palestiniens. L'arrêt des violences a aussi permis la libération de 3 ressortissants israélo-russes et celle de 24 ressortissants étrangers, notamment des Thaïlandais. Ces libérations se sont faites en dehors du cadre de l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Avec la reprise des combats ce matin, ce 1er décembre, le Premier ministre israélien sait que la page des négociations sur la libération d'autres otages risque de se refermer. Sur le plan humanitaire, la trêve a clairement facilité l'acheminement de l'aide, dont le volume a considérablement augmenté, mais celle-ci reste encore largement insuffisante par rapport aux besoins. L'ONU alerte sur le risque élevé de famine à Gaza si l'aide devait s'interrompre à nouveau et ne pouvait pas être délivrée sur une base régulière. L'ONU alerte aussi sur les risques d'épidémie au vu du phénomène de surpopulation qui existe actuellement dans le sud de la bande de Gaza et également au vu du dysfonctionnement total des systèmes de santé, d'eau et d'assainissement. Enfin, sur le plan régional, on peut également constater que cette trêve avait permis une relative accalmie sur les autres fronts, que cela soit par exemple à la frontière israélo-libanaise, où les accrochages ont largement diminué depuis le 24 novembre, ou en Irak, où les attaques contre les soldats américains, quasi quotidiennes depuis le 7 octobre, ont cessé. La reprise des combats, sans aucun doute, va mener à une exacerbation des tensions sur l'ensemble de ces fronts et donc de nouveau à un risque d'embrasement régional. Peut-on imaginer que cette trêve puisse être reconduite ? Les négociations sur la reprise d'une trêve à Gaza avec les médiateurs qataris et égyptiens se poursuivent et cela malgré la reprise des combats. Mais rien ne laisse présager que celles-ci vont aboutir, ou en tout cas, si une trêve devait être reconduite de quelques jours pour libérer d'autres otages, l'offensive israélienne finirait par reprendre à coup sûr. Il est quasi improbable qu'une trêve à l'image de celle instaurée le 24 novembre puisse être la première pierre d'un édifice qui conduirait à un cessez-le-feu durable, comme l'espéraient certains acteurs régionaux. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si les négociations autour d'une trêve pour quelques jours supplémentaires devaient aboutir, celle-ci risquerait de toutes les manières par se retrouver dans une impasse. Une fois que le Hamas aura libéré les otages figurant sur la liste de l'accord du 24 novembre, à savoir personnes âgées, femmes civiles, enfants malades, un autre accord, cette fois-ci autour de la centaine d'otages restants, les soldats israéliens, les réservistes et les jeunes civils adultes, sera nécessaire. Et celui-ci sera beaucoup plus difficile à conclure. Un représentant du Hamas, dernièrement, Bassem Naïm, ancien ministre de la Santé à Gaza, a suggéré que le Hamas était prêt à libérer tous les soldats israéliens qu'il détient en échange de tous les Palestiniens emprisonnés en Israël. Dans le contexte actuel, en Israël, cette proposition est un point de départ absolument inacceptable pour les autorités à Tel Aviv. Certes, il existe des pressions très fortes des familles des otages et aussi d'une partie de la population israélienne sur Netanyahou pour prioriser la libération des otages sur l'offensive à Gaza. Et c'est d'ailleurs très probablement ces pressions qui l'ont amené en grande partie à entrer dans les négociations. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'un des ministres de sa coalition, Itamar Ben-Gvir, actuellement ministre de la Sécurité nationale, une coalition que Netanyahou veut maintenir à tout prix, a voté contre.
Il ne faut pas oublier non plus que le discours tenu actuellement par les autorités israéliennes est le suivant: plus la pression sera forte sur le Hamas, plus le Hamas sera enclin à libérer des otages. Et donc, du coup, selon ce discours, la reprise des combats ne diminue pas, mais augmente les chances de libérer les otages. Ensuite, du côté israélien, pour parvenir à un cessez-le-feu, il faudrait que le politique reprenne place. Or, on ne voit toujours pas d'élaboration d'une stratégie de sortie de crise. D'un côté, nous avons un Premier ministre qui tente tout pour assurer sa survie politique, et pour cela, il n'hésite pas à se présenter comme le seul candidat à même d'empêcher un État palestinien, qui, dans son discours, est assimilé à un État terroriste. Il bloque ainsi toutes les possibilités d'une architecture diplomatique pour une sortie de crise. De l'autre côté, nous avons Benny Gantz et Gadi Eisenkot, donc anciens chefs d'état-major, qui sont aujourd'hui les deux figures de l'opposition qui siègent au cabinet de guerre israélien. Ces deux figures se focalisent aujourd'hui uniquement sur les objectifs militaires, à savoir le démantèlement du Hamas. Face à cette impasse politique, donc, selon un conseiller proche des cercles décisionnaires israéliens, la question n'a jamais été de savoir si l'offensive reprendrait, mais plutôt quand. Enfin, dernier élément, il n'existe aucune pression extérieure sérieuse ou considérée comme telle par les autorités israéliennes pour transformer toute trêve en un cessez-le-feu durable. Certains États régionaux ont appelé un cessez-le-feu immédiat à plusieurs reprises. La Jordanie, à l'instar de l'Égypte, a été très vocale là-dessus. Mais les Israéliens estiment que leurs demandes ne sont pas raisonnables. Ils considèrent que tant qu'ils respectent les lignes rouges de la Jordanie et de l'Égypte, à savoir ici le déplacement des Palestiniens sur leur propre territoire, cela équivaut à un feu vert pour le reste. Les Européens ne travaillent pas non plus sérieusement à des conditions pour un cessez-le-feu, hormis l'Espagne, la Belgique et l'Irlande, qui se sont clairement positionnés en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Il n'existe aucune décision prise dans ce sens dans les autres capitales européennes, et cela malgré les risques que représente pour leur propre intérêt la poursuite de l'offensive israélienne au vu des risques d'escalade régionale. Les Européens sont en somme plutôt attentistes face à cette crise, malgré bien sûr certaines initiatives comme le déploiement des navires de guerre ou des initiatives humanitaires, mais en termes politiques ou en termes diplomatiques, les Européens ont tendance à se cacher derrière le manque d'unité européenne ou l'incapacité européenne de peser sans les États-Unis pour ne pas s'investir dans la résolution de la crise. Enfin, si on regarde du côté des États-Unis, qui sont finalement le seul acteur qui compte ici, ces derniers ne se sont à aucun moment prononcés contre une reprise de l'offensive. Ils ont davantage cherché à l'encadrer en disant ce qu'ils ne souhaitent pas, un déplacement massif de population, comme cela a été le cas après les bombardements continus dans le Nord, ou en demandant aux Israéliens de leur donner des garanties sur l'accès à l'aide humanitaire ou sur la protection des civils avec la mise en place de zones sécurisées. Au vu de la réalité sur le terrain, ces exigences américaines semblent tout à fait inconciliables. Avec le déplacement de la population gazaoui dans le sud, la densité de la population dans la zone est absolument sans précédent. Or, selon les déclarations des autorités israéliennes, c'est justement dans cette zone, autour de Khan Younes et Rafah, que se trouverait maintenant la direction politique et militaire du Hamas, qui est restée largement intacte à ce jour. Il est donc très difficile pour le moment de voir comment ces exigences américaines impacteront ou pas l'évolution tactique des opérations israéliennes dans le sud. Et en outre, à ce stade, il semble, selon un conseiller proche des cercles décisionnaires israéliens, que les autorités de Tel Aviv semblent ignorer, ou en tout cas partiellement, ces demandes affichées par les États-Unis. Le cabinet de guerre privilégierait aujourd'hui l'option d'une opération massive dans le sud, avec un transfert des populations gazaouis déplacées dans le sud vers le nord. Merci Laure Fouché, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, où vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.